Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, 6 000 femmes et jeunes formés au métier de carité à Korogo. Le ministre directeur de cabinet du chef de l'État, Fidèle Boroton, Sarah Soro, a également inauguré de nouveaux laboratoires. C'est une avancée majeure pour la compétitivité de la filière ivoirienne, soutenue par le programme Carité Ivoire. Et c'est un pas de plus dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, un héritage culturel certain. La grande mosquée de Kong, patrimoine mondial de l'UNESCO, le certificat des mosquées style soudanais remis aux autorités en présence de la ministre de la Culture et du ministre d'État Téné Birahima Ouattara. La sécurité des biens et des personnes, l'opération épervier 10 lancée à Daloa pour la sécurisation des fêtes de fin d'année. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, met les forces de défense et de sécurité en mission pour combattre la criminalité. Il a aussi parlé des moyens mis à la disposition par le chef de l'État. Et puis au Soudan du Sud, le bilan des inondations ne cesse de s'alourdir. Plus d'1 million de personnes touchées, l'ONU dénombre aussi des milliers de déplacés. Le pays fait face aux pires inondations depuis des dizaines d'années. Le tour de l'actualité ce soir a commencé à Korogo. 6 000 femmes et jeunes formés au métier du carité. Le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidèle Boroton Sarah Soro, a présidé ce dimanche la cérémonie de clôture. De nouveaux laboratoires également inaugurés. Ces infrastructures sont dédiées à la recherche et au contrôle qualité. Ami Sissoko. La filière carité ivoirienne franchit une nouvelle étape avec l'inauguration de 2 laboratoires ultramodernes. Logés au sein de l'université Pelefrogon Coulibaly de Korogo, ils sont dédiés à la production et au contrôle qualité des produits du carité. Ce laboratoire représente une avancée majeure dans la recherche sur la culture in vitro et la mise en place des normes de qualité sur le beurre. Il permettra de garantir de notre beurre de carité déjà reconnu pour ses qualités, atteignent de nouveaux sommets en matière d'excellence. Les laboratoires Amadou Gon Coulibaly, en hommage à l'ancien Premier ministre, instigateur du programme Carité Ivoire, visent à renforcer la compétitivité de la filière carité, à la fois au niveau national et international. Chers membres de la communauté universitaire, je vous invite à utiliser ces infrastructures avec la rigueur et la passion qui caractérisent le monde académique. Ensemble, faisons de ces laboratoires des centres d'excellence et que le beurre de carité atteigne un niveau de qualité jamais égalé dans notre pays. Le programme Carité Ivoire est financé par le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique, PC7, soutenu par la Banque mondiale. Il a permis de former 6 000 personnes issues des régions de Poro, Bagoué, Chologo, Folon, Ambol et Bunkani aux techniques de collecte et de transformation du carité. Depuis la formation reçue, nous trions, lavons et séchons très bien nos noix avant de faire le beurre. Nous avons également reçu des formations sur les bonnes pratiques de collecte de la noix. Avec ces nouvelles infrastructures et la mobilisation de milliers de femmes et jeunes, la Côte d'Ivoire, 5e producteur mondial de carité, renforce ainsi sa position tout en valorisant l'emploi et le développement des communautés locales, en particulier des femmes et des jeunes. Elle entend valoriser un trésor national, souligne Fidèle Sarah Soro, représentant du Premier ministre Robert Begré-Mambé. C'est également dans cet esprit que le gouvernement a mobilisé 200 millions de dollars américains auprès de la Banque mondiale pour le financement du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. Je voudrais à ce stade remercier la Banque mondiale et au-delà l'ensemble des partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire pour leur importante contribution aux efforts du gouvernement ivoirien en vue d'améliorer les chaînes de valeur compétitives et la création d'emplois. Le ministre Fidèle Sarah Soro, par ailleurs président du conseil régional du Poro, a remis des motos aux chercheurs pour faciliter leur déplacement dans les zones de production. C'était un flot qui emballait un texte à la rime poétique. Il y avait des dieux dans le swing. Le ministère était authentique, avec la flotte tout aussi
impériale. Le rap a connu des années de gloire, puis un régime en baisse. Mais aujourd'hui, il y a comme une sorte de domination avec le rap ivoire. Comment ne pas en parler? Je reçois justement des références pour en discuter. X-Fontaine, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes producteur. Et puis, juste à côté de vous, quelqu'un aussi qui est bien connu. Elon, bonsoir. Très bien, bonsoir. D'accord. Alors, messieurs, tout à l'heure, on va en parler. On va parler de ce rap ivoire qui a réussi, disons le tout net, à se réinventer. D'accord, ce sera tout à l'heure le temps de poursuivre avec l'actualité nationale et internationale. Allons dans le Tiologo. Les journées de l'administration locale délocalisée ont eu lieu cette année à Kong. Une occasion pour être proche des producteurs. Et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, s'y est rendu dans la sous-préfecture de Sikolo. Là-bas, les braves populations s'adonnent à la culture du riz. Une parcelle de 100 hectares est prête pour la récolte. Kader Sogodogo. Un vaste champ de riz à perte de vue. Il s'agit de 100 hectares de riz. Depuis quelques années, le gouvernement procède à des distributions gratuites de semences et d'engrais à travers tout le pays et soutient également les associations et coopératives avec du matériel. Ceci est le fruit de cette vision et c'est à juste titre que le chef canton de Sikolo et sa communauté accueillent le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjoumani, qui visite le site. Nous avons bénéficié cette année du déposit. Donc nous avons encadré nos paysans. Donc voilà le fruit que vous-même vous voyez. Nous avons plus de 1000 hectares, mais on a pu faire 100 hectares. À Sikolo, l'heure est à la reconnaissance. Pour la récolte, les villageois ont formulé une doléance qui a été satisfaite immédiatement. Nous avons voulu montrer à la face du monde et aux Ivoiriens que tout est possible, pourvu qu'on nous fasse confiance. Il y a des gens qui bavardent. L'État ne fait rien. On n'a rien à manger. On va même jusqu'à dire que le piment coûte 150 francs. Alors que sur toute l'étendue du territoire, de part et d'autre des rues, on voit de la nourriture qui foisonne. La faucille, c'est ce qu'on prend pour couper le riz. Regarde 100 hectares. Est-ce que cette faucille-là peut couper 100 hectares? Ça ne peut pas. Donc j'ai donné des instructions pour qu'on leur envoie des moissonneuses pour venir récolter tout le riz. Donc il y a 3 moissonneuses qui seront ici dans les 48 heures pour pouvoir récolter tout ce riz. Cette visite se situe dans le cadre de la 11e édition des Journées de l'administration agricole délocalisée à Kong et dans le reste du Tiologo. Délocalisé, on va rester justement à Kong, dont la grande mosquée est patrimoine mondial de l'UNESCO. Le certificat des mosquées style soudanais, remis au cours d'une cérémonie, c'est un pas important dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, avait à ses côtés le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, plusieurs membres du gouvernement et la grande famille de l'UNESCO. Kader Sogodogo qu'on retrouve. La grande mosquée de Kong a plus de 300 ans avec son style soudanais en terre. Elle traverse le temps. Avec elle, la petite mosquée de Kong, celle de Nambira dans le Poro, Samatigila, Koto, Tengrela, Kawara et Sorobango sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2021. La cour de la grande mosquée de Kong abrite la cérémonie de remise du certificat de ces mosquées désormais patrimoine mondial. J'ai nommé son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. C'est lui qui, de son aura, de sa maestria et de son influence sur la scène internationale, a repositionné la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. C'est à lui que revient l'honneur de cette inscription des 8 mosquées de style soudanais au patrimoine mondial de l'UNESCO. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire, à travers son guide, se dit honorée. Les imams et toute la communauté musulmane en Côte d'Ivoire voudraient, par ma modeste voix, très sincèrement saluer son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement, pour avoir eu cette vision qui s'est très tôt matérialisée à travers la prise du décret du 29 janvier 2020, portant classement des mosquées en série style soudanais du nord ivoirien sur la liste du patrimoine culturel national. C'est ça le départ. La ministre de la Culture et de la Francophonie révèle le caractère exceptionnel de ce jour. Nous avons tenu à organiser cet événement pour la postérité,
pour l'histoire, pour rendre hommage aux différentes communautés détentrices du savoir-faire unique, pour leur détermination et pour magnifier la patience dont elles ont fait preuve. Toutes les populations méritent aussi vos applaudissements. Pour l'UNESCO, il faudra protéger tous ces patrimoines. Les sites du patrimoine mondial appartiennent à tous les peuples du monde, sans tenir compte du territoire dans lequel ils sont situés. Donc les mosquées de style soudanais du nord ivoirien appartiennent donc aussi à tous les peuples du monde, qui ont la responsabilité de coopérer avec vous pour en assurer leur préservation. Plusieurs membres du gouvernement étaient aux côtés du parrain de la cérémonie, le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, qui se réjouit de ce jour nouveau. Depuis des années, ces communautés se sont mobilisées et sont mises à la disposition des experts de l'Office ivoirien du patrimoine culturel OIPC en espérant répondre aux critères de l'UNESCO. Je dois dire que ces choses faites aujourd'hui. Je voudrais, avant de clore mon propos, me tourner à nouveau vers M. Lundou pour lui demander de remercier la part de son Excellence le Président de la République, la directrice générale de l'UNESCO, pour donner cette faveur de grande portée qui est faite à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire compte au total 20 mosquées de type soudanais. Le processus d'inscription des 12 autres continue. Démarré en mars 2015, le processus d'inscription a abouti le 27 juin 2021. C'est donc une grosse satisfaction pour la Côte d'Ivoire et un héritage à préserver. Je vous propose quelques réactions. Notre chef de l'État, que le président Alassane Ouattara, aime l'islam. Grâce à son travail, aujourd'hui l'UNESCO est venu le reconnaître la grande mosquée de Kong. Nous sommes fiers. Vous avez la tour Eiffel en France qui fait l'objet de produits dérivés à travers des maquettes qui se vendent. Voyez-vous, aujourd'hui, Kong doit être un lieu de visite touristique. C'est vraiment un bonheur, c'est vraiment une joie pour nous qui avons été à la culture et qui avons contribué à faire inscrire ces 8 mosquées. Je précise qu'il y en a une vingtaine, mais nous continuons de faire le plaidoyer à travers le ministère et vraiment c'est un bonheur. Nous disons merci à l'UNESCO, merci surtout au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. L'événement témoigne également de l'engagement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de préserver et de promouvoir nos sites culturels, de montrer qu'à travers la culture, on peut arriver à la cohésion, parce que le fait que ce patrimoine soit au niveau de la liste indicative du patrimoine mondial, les communautés de Kong, les communautés de Tchologo vont lui accorder encore plus d'importance, vont comprendre la responsabilité qui leur revient de préserver ce patrimoine. Cette reconnaissance de l'humanité au travail de nos aïeuls, c'est bien parce que nous sommes en paix, c'est bien parce qu'il y a la stabilité. Donc c'est pour cela qu'il faut saluer l'action du président. Vous voyez, c'est quand il y a la paix et la stabilité que ce genre d'actions peuvent être inscrites et devenir des priorités. Mais tant qu'on n'a pas cette stabilité, tant qu'on n'a pas cette paix, bien la priorité reste la recherche de la paix et de la stabilité. Les esprits tourmentés ne peuvent pas célébrer la culture. Si aujourd'hui nous pouvons célébrer la culture, si nous pouvons célébrer notre histoire, c'est bien parce que le chef de l'État a contribué à créer les conditions de la stabilité et de la paix. D'un site religieux à un autre ici, à Abidjan, l'Union des Églises évangéliques, services et œuvres de Côte d'Ivoire a un nouveau temple. Ce lieu de prière était en chantier depuis une trentaine d'années. L'édifice religieux est situé à Yopougon-Atié, également appelé Ouassakara. Il a été dédicacé aujourd'hui. Le représentant du Premier ministre Yapo Yapi Claude a engagé les fidèles à promouvoir la paix. Didier Nguessan. Yopougon-Atié, l'Union des Églises évangéliques, services et œuvres USO Côte d'Ivoire est en fête. D'un côté, le groupe musical et de l'autre, les fidèles. Cette ambiance de louange pour remercier Dieu qui leur aura permis d'achever la construction de ce temple 35 ans après le début des travaux.
Une résilience traduite en enseignement par l'orateur du jour, le pasteur Anderson Oulaï, qui retrace le parcours de l'église USO de Yopougon-Atié. Cette église USO aussi, Yopougon-Atié, est bien le fruit d'une longue histoire de foi, de générosité, de sacrifice. Le fruit du travail assidu de toute l'église. À vous, fidèles de Yopougon-Atié, notre amour, oui, votre amour pour le Seigneur, nous comble de joie et d'espoir. C'est justement par amour pour le Seigneur que vous avez sacrifié vos biens, votre temps, votre énergie pour bâtir ce temple. Il en déduit la force de l'unité. D'ailleurs, les pasteurs qui se sont succédés à la tête de l'Église ont reçu des diplômes de gratitude des mains du représentant du Premier ministre, Claude Yapoyapi. Passé les enseignements et récompenses, la plaque inaugurale est dévoilée. Au nom du Premier ministre Robert Begremombe, son émissaire a engagé les fidèles à demeurer des artisans de paix pour l'unité du corps du Christ. Partout il y a la paix, tout concourt au bien-être de tout le monde. Et ma chaîne est donc de venir vous porter ce message de paix. Ce qu'il attend de vous, c'est de cultiver la paix. Mais cette paix que Jésus-Christ lui-même donne, il m'a dit de vous transmettre l'amour de Dieu. Parce que c'est parce que Dieu nous a aimés qu'il a accepté de sacrifier son Fils unique, pour que nous soyons sauvés. Que le Saint-Esprit console le cœur de chacun de vous. Ceux qui sont figés à cette heure, qui comprennent que Dieu est avec vous, Jésus est avec vous, le Saint-Esprit est là. Le parrain de la dédicace du temple a fait des dons en numéraire. L'église USO Côte d'Ivoire compte plus de 500 000 fidèles et 1000 lieux de culte. Et à Abidjan, comme partout ailleurs dans le pays, les forces de défense et de sécurité veillent à la sécurisation des biens et des personnes. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a lancé épervier 10 à Daloa, une opération à la veille des fêtes de fin d'année avec pour mission de combattre la criminalité sous toutes ses formes. Sorokona. Lutter contre la grande criminalité, la délinquance juvénile, le trafic des stupéfiants et la prolifération des gares anarchiques ainsi que la prévention des accidents de la circulation. Tels sont les objectifs de l'opération Épervier visant à sécuriser les fêtes de fin d'année. La 10e édition de l'opération qui met à contribution les différentes forces de défense et de sécurité est lancée dans la commune de Daloa par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, accompagné par le président du conseil régional du Haut-Sassandra. Le ministre Mamadou Touré salue l'opération et invite les populations à sensibiliser leurs enfants à ces départies de tout acte visant à troubler l'ordre social. Il faut leur dire que cette opération spéciale vise à mettre de l'ordre. Ça a été fait à Yamoussoukro, ça a été fait à Abidjan, c'est le tour de Daloa. Donc, au lieu d'attendre que ça arrive pour lui demander pardon, parlez maintenant à vos enfants. Pour qu'ils arrêtent les actes d'incivisme, qu'ils arrêtent les actes de banditisme. S'il y a des gens qui étaient dans le fumoir, ils n'ont qu'à quitter en même temps le fumoir. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité relève les efforts déployés par le président de la République Alassane Ouattara pour faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix. Au sortir de la crise post-électorale, l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire était de plus de 4. Il a été aujourd'hui ramené à 1,2 pour dire à quel point des progrès importants ont été faits. Disons bravo à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Bravo au Président de la République. Le lancement de l'opération Épervier 10 est couplé à la remise de 5 véhicules à la police Ricourt et à la pose de la première pierre de la construction des locaux du district de police de Daloa. Kobea, Toka, Arsène, Konandri, Afoué, Virginie, Nyalega, Joseph, Maurice Bandaman et 3 autres enseignants-chercheurs. Ils intègrent tous l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Ils ont été distingués par le jury de la Société savante pour leur riche contribution au développement de la science. Le reportage de Didier Nguessan. 7 nouveaux membres intègrent l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Ils sont investis par leur père. Cette admission est un relais pour la continuité de l'excellence, selon Gilbert Akengbo, président de l'ASCAD. L'ASCAD a toujours été une passion de savoir, de créativité, d'innovation
rassemblant les esprits brillants, déterminés à faire progresser notre société. Le nombre 7 est également lié à de nombreux cycles naturels et à la perfection pour faire de vous un nombre d'élus parfaits pour occuper les sièges laissés vacants dans 3 domaines de l'académie. Bourse d'études pour les travaux de recherche, promotion de l'excellence à l'étranger, le rôle de l'ASCAD dans le développement de la Côte d'Ivoire n'est plus à démontrer. L'Académie a été déclarée par le gouvernement institution d'utilité publique depuis plusieurs années. Le nouveau bureau de l'ASCAD qui leur permet aujourd'hui de recevoir l'onction de la légitimation publique conformément aux dispositions des textes de votre institution. La cérémonie de ce jour manifeste les capacités de renouvellement et la vitalité de l'ASCAD. Je n'ai pas de doute que ce terrain sera poursuivi pour donner à votre institution le volume, la densité et la pertinence que la nation souhaite et attend d'elle. En plus de Maurice Kwaku Bandaman, désigné académicien l'année dernière, Adoka Blanc-Jérôme, Ouenon Pascal Valentin, Kobea Toka Hassen, Colandré Afoué Virginie, Nyalega Makagnon Joseph et Anouma Joseph sont les nouveaux immortels. Une signature de convention entre le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et le groupe Accor, la chaîne d'hôtels en Côte d'Ivoire, va former et donner de l'emploi aux jeunes Ivoiriens. Une initiative qui entre dans la droite ligne de l'école de la deuxième chance et de l'Académie des talents. C'est ce que nous apprend Issa Tionayo. Former et insérer les jeunes dans le monde du travail. Cet objectif amène le ministère de l'enseignement technique, la formation professionnelle et de l'apprentissage à multiplier ses partenaires. À cet effet, le ministre Kofi Nguessan vient de signer une convention de partenariat avec le groupe Accor. Un accord dont les deux parties comptent en tirer profit. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, et nous avons besoin. Nous avons besoin d'avoir des personnes qualifiées, nous avons besoin de développer des personnes. Donc bien entendu, ce partenariat va nous amener cette richesse en termes d'effectifs et ce développement des talents locaux. Donc bien entendu, Monsieur le ministre peut compter sur nous et je suis sûr que je peux compter sur Monsieur le ministre. En signant aujourd'hui avec le groupe Accor en Côte d'Ivoire, c'est dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration, dans la logistique et dans bien d'autres secteurs. Dorénavant, le ministère et ses établissements vont fonctionner selon ce schéma. Aller vers le secteur productif, vers notamment le secteur privé, comprendre les besoins exprimés et revoir nos programmes de formation en fonction de ces besoins, de sorte que, comme le souhaite le président de la République, les jeunes soient bien formés et que l'employabilité soit améliorée de façon significative. Les jeunes ne cachent pas leur satisfaction. Je suis très content de participer à cette cérémonie. L'opportunité représente une grande chose pour nous. Pour moi surtout, ça peut nous permettre d'ouvrir les portes, ça nous ouvre des portes, avoir une place dans la société. Le ministre fait beaucoup d'efforts pour nous. Nous sommes très heureux de voir ces gestes-là. La signature de ces partenariats qui entrent dans la mise en œuvre des programmes de l'école de la deuxième chance et de l'Académie des talents illustre parfaitement la volonté du ministre Kofi Nguessan de résoudre la question de l'employabilité des jeunes dans son département. Et dans l'actualité ce soir, la révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire bat son plein. L'enrôlement prend fin le 17 novembre, donc une semaine supplémentaire. Une nouvelle génération s'apprête à franchir un cap important de la citoyenneté. Il s'agit de celui qui va voter pour la première fois. Dans les centres d'enrôlement, vous allez le voir, les jeunes primo-votants se mobilisent. Sidonie Davila. Rencontrés à la sortie d'un centre d'enrôlement à Cocody, Roger Gogna et ses amis nous confient leur fierté de se faire enrôler. Se faire enrôler devrait être une obligation morale pour tout le monde en tant que bon citoyen parce que c'est une décision que nous devons prendre qui va pour le bonheur de notre pays. Ruth Douan, malgré ses appréhensions, est heureuse de cet acte citoyen. Ce sont mes parents qui m'ont encouragée parce que j'avais peur. Voilà, ils m'ont encouragée à venir me faire enrôler. Tout s'est bien passé. Pour ces primo-votants, le vote est une véritable opportunité d'influencer le futur. J'encourage mes frères de venir véritablement s'enrôler, de ne pas être dans la cité comme ça, sans venir réellement participer à l'élection. En fonction du programme de société de chaque candidat, nous les jeunes, on doit être capables de choisir le programme qui véritablement nous sert.
À 23 ans, ce futur médecin ne cache pas sa motivation, portée sur plusieurs attentes. La population ivoirienne est relativement jeune. Donc déjà, pour cela, je pense que chaque citoyen jeune devrait venir voter, car sa voix compte. Parce que l'avenir du pays, c'est nous. Je pense que le nouveau président devrait vraiment insister sur l'éducation. Également, il faudra miser sur le secteur sanitaire. Comme lui, de nombreux jeunes partagent cette vision. Je souhaiterais d'abord que les jeunes, surtout, participent massivement à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que les jeunes aillent voter. D'abord, c'est par là que tout commence. Voilà. Et le candidat qui sera choisi, normalement, c'est selon son programme d'activité que les choix vont s'opérer. Pour certains, c'est surtout la paix et la stabilité du pays qui les motivent. Je suis un jeune, voilà, j'ai tout mon avenir devant moi. Ma paix dépend de la paix de ce pays. Et tant que la Côte d'Ivoire n'est pas en paix, je ne peux rien faire, je ne peux pas réaliser mes rêves. Et mon ambition, c'est que tout se passe dans de bonnes conditions. Selon les chiffres de la CEI, environ 300 000 nouvelles demandes d'inscription ont été enregistrées sur la liste électorale depuis le début de l'opération à ce jour. Avec des motivations variées mais complémentaires, l'engagement de ces primo-votants témoigne d'une volonté collective d'aller de l'avant et de participer activement à la vie de leur pays. Et allons dans le nord du pays, 6e édition du concours du bébé le plus beau de Côte d'Ivoire. Ouangolo, la ville aux deux frontières, a abrité la présélection. Plus de 200 bébés âgés de 3 mois à 2 ans y ont pris part. 3 ont été retenus pour la grande finale. Kader Sogodogo. Salle Athénée Birahima Ouattara de Ouangolo-Dougou. Plus de 200 bébés prennent part à la présélection du concours du bébé le plus choco qui est à sa 6e édition. Cette initiative est de l'ONG La Joie des Tout-Petits et est soutenue par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Critère majeur du concours, la fréquentation des centres de santé depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement. Nous voulons voir une Côte d'Ivoire où aucune femme ne meurt en donnant la vie. Nous voulons voir une Côte d'Ivoire où tous les bébés qui viennent au monde peuvent grandir sains et saufs. Parrain de cette activité, le député de Ouangolo-Dougou, Traoré Drissa. La lucarne est parfaite pour sensibiliser la population et féliciter les initiateurs. Merci pour cette belle occasion que vous offrez à nos enfants. En posant vos valises dans la ville aux deux frontières, vous permettez à nos enfants d'avoir les mêmes chances de vie et le même niveau d'accès aux soins de santé que leurs amis d'ailleurs. À l'issue de la présélection, 3 bébés ont été retenus pour les phases finales. Un autre prendra part à la grande finale du concours de 4 pattes. Les mamans préparent déjà les recettes de la victoire de leur progéniture. Dans le reste de l'actualité, au Soudan du Sud, le bilan des inondations ne cesse de s'alourdir. Environ 1,5 million de personnes ont été touchées. Le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU dénombre aussi plus de 379 000 déplacés. Le pays fait face aux pires inondations depuis des dizaines d'années. Le nord est particulièrement touché, ce qui fait craindre des conséquences sanitaires encore plus lourdes. Voici maintenant la page culture. Le samedi de l'Abissa est qualifié d'apothéose. C'est le dernier jour où le tam-tam sacré retentira dans le royaume. Les visiteurs sortent par milliers pour danser et vibrer une dernière fois au rythme de l'Edongbélé. Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a assisté à la 2e sortie officielle du roi d'Enzema à la place Abissa. Davis Oyo. Le samedi de l'Abissa est l'un des moments les plus attendus. Il draine des milliers de visiteurs et d'habitués. Il marque également la seconde sortie du roi d'Enzima Kotoko du Côte d'Ivoire, à Ouley, à Montanoé, sur la place Abissa. Mélin, groupe Achouin-Kwasi, groupe Koyele, filles de la cour royale, investissent la place Abissa pour danser au son du tam-tam sacré.
Ces pas de danse exécutés par des danseurs des quartiers et villages du royaume sont suivis par plus de 6000 visiteurs venus de partout. Danseurs et visiteurs dansent et vibrent une dernière fois au rythme de l'Ntongbole avant son renversement. Des visiteurs au nombre desquels figurent des membres du gouvernement et des élus. Une ambiance qui donne des idées au patron du tourisme ivoirien. La Bissa, aujourd'hui, incontestablement, est un produit d'appel pour le tourisme et comme tel, nous ne pouvons que saluer cette édition qui démontre la maturité d'un événement de cette envergure. Et croyez-moi, nous y réfléchissons de sorte à pouvoir en faire un véritable produit d'appel en aidant la royauté à organiser la place qui est une place mythique qui n'a pas à déplacer mais qui a besoin d'être redéfinie. Et donc, comme tel, nous nous réjouissons que la Côte d'Ivoire regorge de tant de potentialités culturelles qui peuvent être un fonds de commerce et un produit d'appel pour le tourisme. Des atouts auxquels s'ajoute la critique sociale à travers la poésie chantée. Un acte de démocratie du peuple Nzima. Et nous retrouvons nos deux invités de la page culture, X Fontaine qui est producteur et Elon, artiste chanteur. Alors je peux dire ce soir que ces deux générations du rap en Côte d'Ivoire que j'ai en face de moi. Ouais, c'est vraiment d'accord. Et on va faire ensemble 3 temps. On va regarder ces époques de la gloire. On va regarder ce que je peux appeler la chute. Et puis maintenant, la renaissance. Mais d'abord, cet élément de Serge Koléa. Didi B, Suspect 95, Imra, Elon ou encore Fior de Bior. Ils sont nombreux, ces jeunes artistes qui symbolisent la montée en puissance du rap ivoire. Une vague déferlante du rythme et des textes accrocheurs. Le tout assaisonné d'un style typiquement ivoirien. Si le talent était un son, moi je serais le coup du marteau. Ici méchant comme Mauritanien, il n'est pas la monnaie. Et comme mon cœur veut se gâter. Ces artistes ont repris le flambeau des rappeurs des années 80-90 pour faire renaître le rap made in Côte d'Ivoire. Les concerts, ils les enchaînent dans des salles combles acquises à leur flow. Désormais, le rap ivoire dicte sa loi. Chaque jour, de nouveaux talents émergent. Tu crois en toi, mais tu peux pas te combattre. En tout cas, attaché au ceinture parce que c'est maintenant que la vie, on va décoller. Ça m'a dit qu'il a en pleine ascension. Les enfants, s'il vous plaît, aux impressions. Ils seront étonnés de voir quand le Samati qu'il a va faire bouger la pression. La montée en puissance du rap ivoire ou l'âge d'or d'un mouvement urbain. Ainsi pourrait-on définir le contexte musical actuel du showbiz en Côte d'Ivoire. Quand tu sais d'où tu viens, faut savoir où tu vas. Alors, X Fontaine, aujourd'hui, vous qui êtes de l'ancienne génération, comment vous regardez ce rap ivoire? Comment il se porte à votre avis? Aujourd'hui, moi, je suis heureux. Je suis heureux parce qu'on a fait un combat pendant plus de 30 ans. Et puis voilà, aujourd'hui, félicitations, Olon et Kif Novit, ils ont fait un travail énorme. Et puis après, ça a suivi. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé. Moi, je suis heureux de reconnaître qu'on ait reconnu enfin la valeur de cette culture qu'est le hip-hop. Et pour moi, c'est important. Le hip-hop, aujourd'hui, voilà, on est installé, on est là. C'est indéniable que c'est numéro uno, comme on dit. Ouais. Et Elon qui fait partie justement de cette nouvelle génération. Elon, à votre avis, qu'est-ce qui a fait le succès? Sinon, qu'est-ce qui fait votre succès aujourd'hui, cette nouvelle génération? Alors, ce qui fait notre succès, c'est qu'on a su s'adapter. On s'est inspiré de l'ancienne génération et après, il y a eu un silence. Et avec Kif Nobit, on a su s'adapter. On s'est adapté aux rythmiques du coupé-décalé, par exemple, sur lesquels on posait du rap. On a essayé d'aller vers le public, on a essayé d'être le plus proche du public, musicalement. Et finalement, ça a fini par marcher. Oui, c'est ça. Mais ce succès aussi parce qu'il y avait des anciens comme vous dans l'encadrement, des personnes qui ont travaillé, disons, dans l'ombre. X Fontaine, il y a eu cette époque du mur, le mouvement universitaire du rap. Il y a eu le mythique RAS. Il y a eu également des personnes de la télévision, notamment Babako, là, qui nous avons pensé. On va dire le RAS avant le mur, mais énormément. Et puis, je profite de ce plateau déjà pour saluer ici la RTI au travers de Roger Fulgence-Cassien,
Kwasi, au travers de Junior, qui est notre père, qui ont commencé ce mouvement. Et puis aussi remercier un monsieur comme Cognan, qui a pensé rap ivoire, conceptualisé le rap ivoire bien avant que tout le monde n'y pense. Et puis voilà, et puis il y a eu Baba Coolpé à son âme, MC Claver. Avec son Maximum. Ouais, Maximum, voilà, qui a vraiment fait la promotion du rap ivoire. MC Claver avec son émission, et puis avec son enthousiasme pour le rap ivoire qui ont fait énormément. Et voilà. Et aujourd'hui, on parle de rap ivoire. Ça sonne comme une labellisation du rap ivoirien. Mais est-ce que finalement, on n'a pas peur que ce soit juste local? Non, vous savez, aujourd'hui, quand on prend par exemple l'Amapiano, qui vient d'Afrique du Sud, on parle d'Amapiano, donc de piano africain d'Afrique du Sud, c'est quelque chose qui s'est répandu au niveau mondial. Quand on parle de l'afro, l'afro s'est répandu au niveau mondial. Pourquoi pas le rap ivoire aujourd'hui au niveau francophone, c'est devenu la musique numéro 1. Quand tu pars partout en Europe francophone, c'est le rap ivoire qui est musique numéro 1. Donc, au contraire, c'est même bien que ça s'appelle rap ivoire, ça fait la promotion de la Côte d'Ivoire. Voilà, après la Coupe d'Afrique, c'est bien que le rap vienne faire la promotion de la Côte d'Ivoire. Au contraire, c'est une très bonne chose. Et Elon qui veut ajouter quelque chose, je vois bien. En plus, j'ai voulu dire que le rap ivoire est en train de avoir des certifications de disques de platine, des disques d'or à l'extérieur, tu vois. Et c'est bien que ça s'appelle rap ivoire, parce qu'on fait la promotion de la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Je pense peut-être qu'on pense là au contenu. À l'époque, c'était plutôt ce champ lexical de l'affrontement. On avait ce champ lexical qui était un peu plus offensif. Aujourd'hui, c'est un autre champ que l'on regarde. Un peu plus d'humour. Là, je pense aussi à Elon. Ah oui, on a travaillé. Franchement, ça n'a pas été facile. On a dû s'adapter. On a travaillé sur nous-mêmes pour pouvoir donner cette image. Parce qu'avant, quand tu disais... L'image que les gens avaient, la perception que les gens avaient du rappeur, c'était le gangster, l'homme agressif, beaucoup de violence. Non, maintenant, non. Peut-être parce que ça venait aussi des ghettos. Exactement, parce que c'était inspiré du rap américain. Donc, quand les dévanciers copiaient, ils voulaient faire comme les Américains. Et il a fallu qu'on ivoirise la chose pour que le public ivoirien finisse par se retrouver dans ça. Et quand c'est bien fait, les gens à côté, tout le monde finit par s'approprier ça. Et puis il faut dire que ça a été un long processus. Le rap commence avec Abidjan City Breakers. Déjà dans ce premier morceau rap, il y avait du rap en BT. Après, il y a eu RS qui est venu, qui a apporté une touche de rap ivoire, de rap à l'ivoirienne. Mais je pense que le rap s'inspire de tout ce qui est culture environnante. Le rap de Côte d'Ivoire ne pourra pas ressembler au rap du Sénégal, il ne pourra pas ressembler au rap de Belgique, ainsi de suite. Ouais. Et ça a été un processus. Aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment trouvé notre vraie vitesse de croisière. Sinon, depuis toujours, il y a eu Garba 50, il y a eu Billy Billy, il y a eu Rajman, il y a eu Nash, il y a eu Debouya, il y a eu plein de gens qui ont commencé à essayer comme ça, dans cette formule, de faire quelque chose qui ressemblait plus à la Côte d'Ivoire. Ouais. Mais ça se fait de façon naturelle. Ça a commencé au départ, ça s'appelait rap abidjanais. Voilà. Ça a fini par devenir rap ivoire. Rap ivoire. Mais le rap a toujours été... De toute façon, quand on regarde même l'histoire du rap, tout ce qui a toujours marché a toujours été très ancré dans la culture ivoirienne. Et c'est normal. Le rap en France, à un moment donné, il s'inspirait de la musique classique. Voilà, le hip-hop, dans chaque entité, dans chaque géolocalisation mondiale, s'adapte, s'inspire de ce qui est de l'endroit précis. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et ça marche bien, vous l'avez dit. Il y a Kadjim aussi, avec le mur, qui a commencé avec le mur, avec Marc Lenoir, qui dès le départ, quand ils ont créé le mur, le mouvement universitaire du rap, dès le départ, ils ont voulu rapporter des sonorités ivoiriennes. Voilà, avec Jean-Marc Dogo, avec Kadjim, avec Karim le prof, voilà, le mur, ça a été toujours comme ça. Mais ce qui s'est passé, je pense, ce qui a changé maintenant, c'est aussi Internet. Internet a créé une forme de mondialisation, donc du coup, ça a été plus visible. Avant, il n'y avait que des médias, maintenant il y a Internet, donc ça crée une plus grande visibilité. Ouais. Et l'on, le plus difficile, je pense, peut-être je peux me tromper, c'est se maintenir. Parce que je vous vois très satisfait du niveau actuel, mais c'est de se maintenir, voire aller plus loin. Est-ce que le marché international, c'est possible? C'est possible, c'est déjà un acquis. On est en train de travailler pour agrandir la cible. Parce qu'avec Kif No Beat, franchement, on a fait pas mal de concerts en Côte d'Ivoire et à l'extérieur du pays, à l'étranger, en France, partout. Et heureusement pour le rap ivoire qu'on se renouvelle. Il y a la nouvelle génération qui continue le combat qu'on a commencé. Après, il faut savoir une chose. La Côte d'Ivoire, culturellement, influence toute la zone francophone. Donc, ça va être difficile que ce rap ivoire ne se maintienne pas. Parce que ça vient de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est melting pot.
c'est du Sénégal, c'est plein de mélanges, c'est de la Guinée, c'est du Mali, c'est ce mélange-là qui fait la force de la Côte d'Ivoire, qui fait que le rap ivoire ne peut qu'aller de l'avant. Et on a les ressources, ils sont telles? Mais bien sûr, on a les ressources. Et encore là, c'est que ceux qu'on connaît aujourd'hui, Kif No Beat, Imra, Suspect et tout, mais il y en a plein derrière. Il y en a, demandez-lui, ça foisonne. Et il y a surtout des dames aussi qui montent aussi dans le milieu. Et énormément. Aujourd'hui, avec Oprah, avec Drea, et puis ça a commencé avec Nash ouais. Avec Priska. Ça a toujours été, pour moi, le rap, le hip-hop ivoirien a toujours été là réellement. C'était la médiatisation. Aujourd'hui... Non, mais qui a quand même été bousculé par le coupé-décalé. Oui, même l'histoire du coupé-décalé. Le premier morceau coupé-décalé, quand on parle de coupé-décalé, le premier morceau DJ... Parce qu'avant le coupé-décalé, c'était les DJ. Le premier morceau DJ a été produit par des rappeurs, a été produit par Bonnie RS sur la compile Enjaillement. Donc c'est même les rappeurs qui ont commencé à truc. Donc, et puis le coupé-décalé a emprunté d'une certaine façon plein de codes à la culture hip-hop. Et aujourd'hui, comme aussi à d'autres genres, hein. Voilà, comme on disait, aujourd'hui c'est un mélange. On est ivoirien, donc c'est tout ce mélange-là qui donne ce rap ivoire. Oui, et on a une plateforme d'expression qui est à venir, c'est Elone, que nous allons voir en concert. En concert, bien sûr, en concert ce 17 novembre. Et là, c'est une victoire. Parce que ça a déjà été une victoire pour le groupe. On s'est battu pour finir par imposer le rap en Côte d'Ivoire. Et je vais affronter le Palais de la Culture, que j'ai déjà affronté avec le groupe Kif No Beat plusieurs fois, en solo ce 17 novembre au Palais de la Culture. Donc j'attends tout le monde, c'est un dimanche, pas d'embouteillage, venez, on fait la fête du rap ivoire. Et vu que je m'entends avec tout le monde pourra venir, l'ancienne génération, nouvelle génération, tout le monde est invité. De toute façon, non. Merci, merci à X-Fontaine. On a parlé de vraiment ce rap ivoire qui rayonne en Côte d'Ivoire et à l'international. Les deux invités de la page culture. Messieurs, merci d'être passés à la page culture. Merci. Et surtout, ne décrochez pas. À suivre tout à l'heure, votre télé-réalité 1 à 12, le documentaire de la saison inédite, donc à suivre juste après ce journal qui est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que seuls les tortues savent où se mordre. Dieu le voulant, on se retrouve demain.